Alors, je vais juste prendre un petit peu la parole pour présenter très rapidement Cédric. Il est enseignant en mathématiques depuis une vingtaine d'années. Il a commencé à enseigner en lycée, puis il intervient désormais en BTS Services informatiques aux organisations, SIO, et même depuis cette année en licence PPPPE, c'est-à-dire Parcours préparatoire au professorat des écoles. Voilà, je n'en dirai pas plus, il pourra lui ajouter certaines choses s'il le souhaite. Voilà, Cédric, tu as la parole. Merci Denis, merci pour l'invitation, merci pardon pour l'invitation. Je suis très honoré de pouvoir participer à la journée Gutenberg pour présenter un petit peu ce sur quoi je travaille et notamment avec le package prof lycée qui m'a permis à moi au départ de découvrir un petit peu le langage LaTeX et puis de proposer à d'autres personnes mon travail en fait. Alors, je vais partager le diaporama. Voilà. Donc, effectivement, comme l'a dit Denis, j'interviens en BTS SEO. Avant, j'intervenais en lycée. Et en SEO, on a un référentiel un petit peu particulier et j'ai été amené à réfléchir pour un petit peu me simplifier la vie au niveau des rédactions de documents mathématiques. Et puis, il y a d'autres commandes et d'autres environnements qui viennent plus de la partie lycée que j'utilise également dans le cadre du SEO. Donc pourquoi le package prof lycée? Au départ, c'était pour mon usage personnel. J'avais plein de commandes réparties dans un fichier que j'utilisais. Et puis pourquoi pas franchir le cap et proposer quelque chose à la communauté. C'est une des grandes forces du langage LaTeX de pouvoir partager des documents, des idées et que tout le monde puisse se les approprier, les récupérer, les adapter éventuellement. Moi, je suis auteur du package, mais n'importe qui peut récupérer ce qu'il y a à l'intérieur pour s'en servir. L'idée, c'était quoi? C'était également de s'affranchir d'outils externes. Quand j'ai commencé à faire du LaTeX, ce qui m'a posé souci, c'est essentiellement l'aspect graphique, en fait. Pour créer des graphiques, j'utilisais GeoGebra ou GeoSpace ou même Graphizy, s'il y en a qui connaissent. Et on travaille par capture d'écran, sauf qu'après, le fichier, il est complètement statique. Et ce que j'aime bien faire, moi, c'est éventuellement modifier mes styles ou faire des rajouts au niveau du graphique a posteriori. Donc là, c'est vrai que ça demande un petit peu de travail pour ce passage-là. Moi, j'utilise Tix beaucoup. J'ai commencé avec PSTrix parce que j'ai travaillé sur les documents de l'AppMep. Ça permet d'apprendre un petit peu la syntaxe LaTeX. Mais j'ai été vite, pas contraint, mais forcé de trouver une autre solution à cause notamment de la gestion des images. Donc Tix avait l'avantage et a toujours l'avantage de pouvoir être compilé avec n'importe quel compilateur et de ne pas poser de problème au niveau des captures d'écran, de calculatrices notamment. Donc Tix, je m'y suis mis un petit peu après, on va dire plutôt vers 2015. Et c'est vrai que plus on utilise un outil, plus on se l'approprie. Et c'est vrai que maintenant, spontanément, c'est plutôt par là que je vais aller chercher des solutions pour les graphiques ou quoi que ce soit. Donc l'idée, c'était ça, s'affranchir d'outils externes pour pouvoir faire le maximum de choses en interne. Des graphiques, des graphes tout court, simulation d'un logiciel de calcul formel, je le montrerai un petit peu tout à l'heure, présentation de code source, Python, pseudocode, terminal, quoi d'autre aussi, je pense que j'ai déjà fait le tour de ce que j'utilise en interne. Donc pour répondre aussi à des besoins liés au nouveau programme, notamment l'algorithmique, présentation de pseudocode ou de code Python sans avoir besoin de faire de capture d'écran. C'était essentiellement ça, mon idée. Pour le fun, ça m'amuse beaucoup de chercher, de continuer à apprendre en fait. Donc, vous verrez, il y aura peut-être des choses pas forcément propres à un enseignement dans le secondaire. Bon, elles sont quand même, ces choses-là sont quand même dans le package.
mais je ne pense pas que ce soit vraiment le but ultime ou le but terminal du package prof lycée. Ensuite, j'ai essayé de me caler, de calquer la manière de fonctionner de prof collège, de Christophe Poulain, qui fait énormément de choses. Et j'avais trouvé très intéressant son approche de syntaxe de commande et de syntaxe de clé pour que ce soit le plus simple pour l'utilisateur. C'est vrai qu'avec des arguments en LaTeX, on peut faire beaucoup de choses. Mais c'est vrai que le système de clé option permet de rendre la commande beaucoup plus intuitive pour l'utilisateur. Et enfin, proposer des solutions clés en main pour des situations courantes dans le secondaire et un petit peu dans le supérieur. Alors, je ne vais pas dire que ça s'adresse pour des classes prépa, loin de là, mais certains BTS avec des référentiels un petit peu particuliers pourront éventuellement utiliser des commandes de prof lycée. Je n'ai pas cité non plus, mais l'ANSI avec des conversions de base, ça peut être également utile. Donc pour qui? J'ai mis de l'analyse, travail sur des courbes et des suites, la géométrie, quelques solides cercles trigonométriques, en stats, un travail sur les stats à deux variables et de la régression linéaire, en proba, des arbres classiques et des calculs de lois discrètes et continues, en arithmétique, des conversions entre bases et une présentation du PGCD. Et pour finir, donc des présentations de code, notamment Python, et du pixel art et Sudomat. Les divers, c'est vraiment des points connexes par rapport à un enseignement dans le secondaire. Donc, j'utilise quoi? En interne, j'utilise des packages ou des choses déjà existantes en fait. Je n'ai pas développé énormément de choses. Je me base beaucoup sur des packages comme XParse pour créer des commandes, SimpleKV pour justement créer cette combinaison de clés options, et après tout un bagage de packages de calcul et de mise en forme. Xint, je pense que vous connaissez ces packages-là, XFP, Dutix, List of Items et Xstrings pour la gestion des chaînes de caractères. Donc moi, à la base, j'étais plutôt orienté sur de la programmation, que ce soit Python ou Scilab. Et c'est vrai que ça a été un gros challenge, un gros défi d'essayer de faire, je ne vais pas dire la même chose parce que je n'ai pas encore réussi à faire tout ce que je voulais, mais d'essayer de transposer un petit peu ce que je sais faire. Alors, je ne suis pas un grand programmateur ou programmeur, mais je me débrouille un petit peu. Et j'ai essayé de transposer ça à la tech. Mais ce n'est pas forcément évident parce que c'est un langage de programmation, enfin, c'est un langage tout court, assez compliqué sur le fond. Et il y a toujours des choses à apprendre et si j'étais meilleur, j'arriverais à faire des choses bien plus évoluées que ce que je vais vous proposer. Que ce que je vais vous proposer. Je pense que c'est assez simpliste, prof lycée. Moi, ça me convient. Je pense que ça peut convenir à des utilisateurs lambda. Mais voilà, je pense qu'il y a aussi bien mieux à faire derrière. Donc, très souvent, c'est lié à un environnement TIX, soit autonome, soit à intégrer dans un environnement que l'utilisateur pourra personnaliser. Je ne voulais pas des commandes tout en un, complètement statiques, où finalement l'utilisateur, ça va lui donner une sortie, mais il ne pourra rien en faire de particulier derrière. Donc, ce que je vais vous proposer dans un premier temps, c'est vraiment des diapos avec des sorties classiques, des choses qu'on peut faire avec prof lycée, uniquement avec une syntaxe de base. Et puis après, je vous montre juste un exemple, le code qui se cache derrière pour obtenir le rendu. Et après, j'ai également des documents un petit peu plus précis, type création de feuilles d'exercice, enfin, création de questions ou création de corrections d'exercices. Donc, je commence par les splines cubiques. Quand j'enseignais en première, notamment pour les nombres dérivés, j'avais souvent besoin d'avoir des courbes particulières pour lire des nombres dérivés. Et c'est vrai que, hormis récupérer des exercices qui existent déjà dans des bouquins, je n'avais pas forcément beaucoup de solutions. Après, je suis tombé sur le logiciel Graphizy, qui permettait justement de faire des graphiques assez précis en précisant des points de contrôle et des dérivés de contrôle. Bon, finalement, j'ai essayé de me mettre un petit peu, de transposer ça
à la tech pour proposer une solution pour tracer des courbes avec gestion de points particuliers et tangentes particulières. Donc, ça permet de travailler essentiellement sur les courbes et les lectures graphiques. Donc, la commande trace la courbe et elle peut également tracer les tangentes au point de contrôle. Donc, je pourrais en reparler un petit peu plus tard quand je détaillerai la création de la feuille d'exercice. Donc là, c'est dans un environnement TIX. On définit une liste de points de contrôle avec abscisse, ordonnée et pente de la tangente. Et ensuite, on affiche la courbe avec quelques possibilités de paramétrage pour affiner un petit peu. Ce que j'ai appelé les coefficients, c'est détaillé dans la documentation. Et après, donc, les tangentes qui permettent de tracer les tangentes au point de contrôle. 1, 2, 3, 4, 5. Après, c'est les mêmes numéros que ceux qu'il y a dans la liste. Donc, ça permet d'avoir une courbe pour laquelle les élèves vont pouvoir travailler sur des lectures graphiques. Lectures graphiques plutôt de dérivés. On peut faire la même chose avec des lectures graphiques de hauteur de points, donc des lectures graphiques de fonctions. Mais il y a d'autres commandes ou environnements qui permettent de faire la même chose. Donc voilà, ça c'était pour l'aspect fonction. Ensuite, j'ai voulu travailler un petit peu sur les suites récurrentes. Alors ça, c'est assez récent au niveau du package. C'est ce que j'ai mis il y a quelques semaines. Donc, l'idée, c'était d'automatiser le calcul des termes d'une suite récurrente simple. Alors, c'est assez limité, mais bon, au niveau des programmes du lycée, du UN+1 égale F de UN, je pense que c'est quand même la majorité des cas. Donc, derrière, c'est une boucle pour avec x int for de mémoire. Donc là, la première partie, c'est calculé automatiquement. On propose la fonction associée, le rang initial, le terme initial, le rang voulu, et ça calcule. Ce que je voulais faire également, c'était travailler sur les histoires de seuil. À partir de quand est-ce qu'une suite dépasse tel ou tel seuil? Alors, je n'ai pas réussi à faire calculer le seuil à la tech. Donc, dans ces cas-là, on fait un petit travail préliminaire à la main. Et puis, la commande ne fait que, entre guillemets, formater avec la partie par balayage. On obtient, elle se charge d'afficher les calculs. Donc, les calculs, c'est elle qui les fait. Mais par contre, le seuil, ce n'est pas encore elle. Donc, le terme 8, malheureusement, je n'ai pas encore réussi à le faire calculer à la tech. Donc voilà, après un exemple de syntaxe, donc calcul terme récurrente, on précise le terme initial, le rang initial, le calcul, le rang voulu et la fonction. Et après, donc le seuil, on précise quelle est la solution, la méthode d'obtention, balayage ou calculatrice, et puis ça met en forme avec les petites accolades et puis la flèche. Donc la remarque, c'est le code ne détermine pas le rang. Je n'ai pas encore réussi à travailler là-dessus. Après, j'ai voulu proposer également une commande pour créer le système de toile. Quand on veut afficher sur un graphique les termes successifs d'une suite récurrente simple, encore une fois, UN+1 égale F de UN. Donc là, l'utilisateur utilisera un environnement TIX et la commande toile récurrente permettra d'afficher l'escalier, la toile ou le graphique. Donc là, c'est pareil, il suffit de donner les valeurs initiales. Donc là, c'est au niveau de cette ligne-là. Donc la fonction associée, le rang initial, le terme initial, le nombre de calculs à effectuer et puis quelques paramétrages un peu plus fins au cas où. Après, quelque chose de très basique aussi sur la géométrie. Donc, géométrie dans l'espace avec des figures très simples, uniquement une commande pour avoir un pavé ou un cube, et puis un tétraèdre avec quelques options basiques pour paramétrer tout ça, éventuellement mettre les faces arrière en caché, les arêtes en pointillés. Et l'avantage, c'est qu'on peut réutiliser tous les sommets de la figure. Ils sont déclarés comme des nœuds en TIX. Et on peut, je ne vais pas dire faire de la géométrie vectorielle parce que ça serait très présomptueux,
Mais on peut voilà, faire des tracés. Là, j'ai donné des exemples avec les diagonales de la face supérieure ou avec une droite des milieux dans le triangle DAB pour le tétraèdre. Donc là, c'est des rajouts, puisque la commande est à intégrer, les commandes pardon, sont à intégrer dans des environnements TIX. Donc là, par exemple, pour les deux diagonales, j'ai juste eu besoin de préciser que je voulais tracer la droite JG et la droite KH. Les sommets sont forcément déclarés en tant que nœud. Et pour le tétraèdre, j'ai juste dit que je voulais tracer le segment qui va du milieu de AD jusqu'au milieu de BD. Donc ça, c'est pareil, ça a été rajouté sur la figure. Ensuite, le cercle trigo, j'ai eu des premières il y a encore 2 ans en parallèle des BTS. Et c'est vrai que je pense que c'est assez pratique d'avoir une commande pour afficher un cercle trigo très rapidement, sans avoir besoin de rajouter tous les angles et positionner. Donc mon idée primaire, mon idée principale, c'était ça. Donc soit afficher les valeurs en version 0 de pi, soit afficher les valeurs en version moins pi, comme c'est proposé ici sur la figure de gauche, avec les valeurs particulières du cos et du sin, enfin plutôt les traits de construction des valeurs particulières du cos et du sin. Et puis, ce que j'ai aussi rajouté, c'est la possibilité de visualiser des solutions d'équations trigo basiques, des équations trigo classiques qui vont tomber sur du pi sur 3, du pi sur 4, du pi sur 6 et du pi sur 2. Donc, avec possibilité de rajouter quelques éléments. C'est pareil dans les présentations de fiches d'exo tout à l'heure, vous pourrez voir quelques utilisations concrètes. Donc là, la commande, ben voilà, j'ai juste à appeler cercle trigo, mon rayon, est-ce que j'affiche les valeurs, et puis des petites options pour paramétrer tout ça. Et si je veux les équations, ben, j'ai juste à rajouter des clés, comme j'exposais au départ, hein, que ce soit le plus simple ou le moins compliqué possible pour les utilisateurs. Ici, je vais afficher une équation cosinus avec cosinus égale 135. Une des deux. Et la commande se charge de mettre en évidence les deux solutions en cos ou en sin. Un style main levée. Alors, prof collège le fait très bien également. Alors là, c'est uniquement une reprise d'une commande ou d'une syntaxe qui vient de la librairie décoration de Tix, que j'ai entre guillemets francisé. Donc là, c'est vraiment pas grand-chose. C'est uniquement pour avoir à aller chercher random step ou random length. Je me souviens plus exactement les deux. Donc là, c'est vraiment pas grand-chose. Il n'y a pas de choses très, très intéressantes derrière. C'est juste un rendu style à main levée. Dans le cadre du PPPE, je travaille avec les codages à main levée pour les futurs profs des écoles. Et c'est vrai que ça aide bien de pouvoir faire des tracés de figures type main levée. Donc là, rien de bien folichon là-dessus. C'est uniquement un style main levée. Et on le rajoute dans tous nos tracés TIX pour simuler un tracé au crayon. Ensuite, les stats à 2 variables. Je sais que des solutions comme PGF peuvent faire des calculs de régression linéaire. Par contre, je me suis rendu compte qu'avec des grandes valeurs, notamment l'exemple qui est donné là, on a des valeurs fausses au niveau de la sortie, des coefficients de corrélation linéaire et des coefficients de droite de régression, les coefficients A et B. Donc là, j'ai programmé tous les calculs en interne, la calcul de la somme des x, moyenne des x, somme des y, moyenne des y, les variances x, variance y, covariance, minimum, maximum, ça c'est pour une utilisation ultérieure, et les coefficients de corrélation R, R carré, et les coefficients de la droite de régression. Donc là, on est, même avec des grandes valeurs de x et des grandes valeurs de y, sur des calculs exacts. Donc tous les résultats sont réutilisables après coup. Ça permet de les afficher, mais ça permet également de les réutiliser dans le cas d'un graphique. Donc là, voilà comment est-ce que ça se passe. Je déclare les deux listes, liste X, liste Y. J'effectue les calculs en interne et après les affichages.
Donc là, j'utilise de list of items pour déclarer les listes LLX et LLY. Et après, c'est que des calculs de somme. Hein. C'est des boucles forts pour calculer tout ça. Toujours dans les stats, des boîtes à moustaches. J'en ai un petit peu besoin en SEO pour les stats à une variable. Bon, c'était juste pour avoir une commande plus simple que faire les tracés en TIX. Donc, les calculs ne sont pas effectués. Les calculs des paramètres min, Q1, med, Q3 et max. La commande ne fait que mettre en forme la boîte à moustaches avec quelques paramétrages au niveau de l'axe, au niveau du renvoi des valeurs. Moi, mon idée, c'était d'avoir une commande simple pour afficher rapidement une boîte à moustaches. Donc là, j'ai juste besoin de préciser les paramètres dans l'ordre. Min, Q1, med, Q3, max. Et puis, j'ai créé aussi une petite commande pour afficher un axe en dessous avec possibilité de mettre des valeurs particulières. Donc la remarque, hein, le code ne calcule pas les paramètres et la hauteur des boîtes est à saisir manuellement. Au niveau du rendu, c'est généralement ce qu'on trouve dans les manuels. Là, ça a une hauteur de 2, les boîtes. Ensuite, les arbres. J'aurais bien aimé pouvoir trouver une solution pour créer des arbres quelconques, y compris des arbres dissymétriques. Je sais que le site Tix, c'est pas Tix pour l'impatient, mais on peut générer des arbres Tix en fait. J'ai oublié le nom du site. J'avais réussi à le refaire en Python, mais en LaTeX pure, je n'avais pas réussi à trouver un moyen de faire un arbre dissymétrique. Donc là, je me suis limité entre guillemets aux arbres classiques dans le secondaire, les arbres 2-2, les arbres 3-3, 2-3 et 3-2. Là, c'est un exemple d'arbre 3-2. Donc, il y a d'autres solutions hein, pour faire des arbres. Il y a Forest, il y a TKZ Graph aussi qui doit faire des arbres. Moi, l'idée, c'était d'avoir un truc très simple pour mettre en forme un arbre de proba très rapidement. Donc, je définis mon arbre avec mes branches. D'abord, les branches du haut, les branches du milieu, les branches du dessous. Et après, j'affiche. Donc, je précise le type de l'arbre, quelques espacements, et ça me donne un arbre qui est réutilisable après coup. Ensuite, des lois classiques. Alors, je sais que ça a un peu disparu des programmes de lycée, tout ce qui est loi normale, loi exponentielle. Moi, j'en ai encore besoin sur le SEO. Donc, la binomiale existe encore, mais sinon, il y a possibilité aussi avec prof lycée de travailler sur la loi normale, la loi exponentielle, la loi hypergéométrique, la loi géométrique, et je crois que ça doit être à peu près tout. Donc, les calculs sont effectués par les packages xint, notamment pour les binomiales avec les sommations, les lois normales avec des approximations de fonctions erf, et puis l'exponentielle, c'est uniquement un travail sur la fonction exponentielle. Donc là, l'idée, c'était de réutiliser les possibilités calculatoires de LaTeX par xint pour proposer à l'utilisateur une solution de calcul automatique des probas en loi continue. Et ce que j'ai rajouté également, c'est des petits schémas pour illustrer des calculs de loi continue. Donc là, par exemple, j'ai une illustration d'un résultat de calcul avec une loi normale. Et puis en dessous, j'ai mis des captures d'écran de la Numworks. Je me suis inspiré un petit peu de ce que fait la Numworks pour avoir une sortie cohérente. Donc là, l'avantage, ce n'est pas une capture d'écran, c'est intégré directement à un code tech. Donc au niveau de la commande, j'ai juste à appeler le nom de la proba, un binôme comme binomial, normal comme normal, expo comme exponentiel, et puis de préciser si je veux une proba ponctuelle, ce que j'ai suffixé avec P, et une proba continue, une proba cumulée, ce que j'ai suffixé avec C. Donc avec possibilité de gérer des infinis en mettant le caractère étoile. Donc ça a l'air assez opérationnel comme commande. J'ai fait pas mal de tests avec mes BTS et ça a l'air d'être assez précis au niveau des calculs faits par xint. Après, en format de sortie, c'est SI Unitix qui s'occupe de formater la sortie.
C'est ce que j'utilise pour afficher les nombres à virgule ou les nombres sous forme d'exposants. Ensuite, j'ai essayé de travailler sur les conversions entre bases. C'est quasiment le début de mon programme en SEO et puis en PPPE aussi. Je travaille sur les conversions entre bases. Je pense qu'en NSI aussi, ou en SNT, ça doit faire partie des choses classiques. Donc, les conversions de base peuvent être faites de manière automatique en LaTeX, dans les packages Xint, je crois, et puis sinon en LaTeX 3. Je crois qu'il y a des options pour des commandes pour automatiser tout ça. Moi, l'idée, c'était d'avoir une présentation supplémentaire. Ce n'est pas le résultat brut qui m'intéresse. C'était surtout pouvoir présenter le schéma de conversion. Donc, avec la somme des puissances, quand on veut passer, par exemple, de la base 2 à la base 10, ou alors le regroupement par bloc de 4 pour transformer un binaire en hexadécimal. Ça, c'est la troisième présentation. Et puis, je travaille beaucoup sur les conversions par division euclidienne successive. Et là, on a une présentation telle que moi, je la propose à mes élèves ou à mes étudiants avec les divisions euclidiennes successives et la remontée des restes. Donc là, le code se charge de mettre en forme tout, de faire les calculs, de mettre en forme et d'afficher le petit rectangle de présentation. Au niveau de la syntaxe, c'est vraiment très simple. Je lui précise le type de conversion, le nombre de départ, et puis si je veux une conversion présentée, c'est conversion depuis base 10, et j'ai mon nombre de départ et mon nombre d'arrivée. Donc là, c'est pareil, c'est le package Xint derrière qui s'occupe de faire les calculs, Xint ou FP-eval, je ne me souviens plus exactement ici. Et après, c'est des boucles pour continuer et réitérer le process tant qu'on n'a pas atteint la fin des itérations. Dans la même veine, l'algorithme d'Euclide pour le PGCD, donc algorithme d'Euclide avec division euclidienne successive et éventuellement mise en évidence du résultat avec le petit rectangle. Ça, c'est pareil, c'est personnalisable et éventuellement l'affichage en couleur. Donc moi, c'est comme ça que je présente. Tout ce que je vous propose à chaque fois, c'est la manière que j'ai, les habitudes que j'ai prises de présentation. J'essaie pas trop en rajouter sur le code pour que ça puisse être utilisable par le plus grand nombre. Peut-être que certains voudront récupérer le code et puis l'adapter à leur sauce. C'est assez difficile de trouver des choses complètement universelles qui vont satisfaire tout le monde. Donc, si ça peut au moins donner des idées, moi, ça sera déjà ça. Donc là, voilà, j'ai juste à préciser que je veux une présentation de PGCD avec 2 entiers. Si je veux rajouter quelques commandes, c'est le système classique pour ma part de clés et options. J'avais rajouté aussi, parce que j'en avais besoin pour des calculs de proba, notamment des simplifications de calculs sous forme de fractions irréductibles. Alors, Xint, que j'utilise beaucoup, permet de travailler sur ce point-là, mais pas en une seule étape, en fait. Ou alors, j'ai un peu zappé des points dans la doc. Donc là, j'ai utilisé pas mal de configurations possibles de Xint pour arriver à un résultat qui me satisfait, c'est-à-dire pouvoir mettre en forme le résultat sous forme de fraction ou éventuellement sous forme d'entier, éviter l'affichage fractionnaire avec la division par 1. Et c'est pareil pour des calculs basiques. Je n'ai pas testé non plus toutes les possibilités avec des calculs exotiques, mais au moins tous les calculs avec les nombres décimaux ont l'air de fonctionner de manière complètement acceptable. Là, j'ai juste à taper conversion fraction avec mon calcul et éventuellement un formatage de sortie si je veux un affichage en ligne ou un affichage hors ligne. C'est Xint qui s'occupe des calculs en interne. Quelque chose que j'ai pas récupéré, mais je me suis inspiré du travail de projet MBC, pour ceux qui connaissent éventuellement, qui sur son Git a partagé presque des packages, j'espère qu'il pourra les sortir un jour, et je me suis inspiré de ce qu'il a fait pour proposer des
des petits schémas pour illustrer le signe de fonctions classiques en seconde et en première, les fonctions affines et les polynômes du second degré, dans le but éventuellement de les intégrer à un tableau de signes. Je sais que j'ai une collègue de mon lycée qui utilise cette commande-là pour travailler sur les tableaux de signes avec ses élèves. Donc, je sais que les possibilités proposées par un projet MBC montrent aussi des racines carrées, des exponentielles. Moi, je me suis limité à fonctions affines et les trinômes. Donc, des petites boîtes, des petits schémas, un petit peu comme ce que j'ai proposé pour les probas, avec un signe très rapide pour visualiser les fonctions affines et les trinômes. Donc, on peut rajouter la valeur des racines. Normalement, tous les cas de figure sont traités. Et puis, donc, une commande alternative pour intégrer tout ça à TKZTab, que vous devez certainement connaître, pour tracer ou pour faire facilement des tableaux de variation ou des tableaux de signes. Donc là, ça met juste à côté du tableau, parce que le tableau possède des nœuds. Donc, à côté des nœuds adéquats, je positionne mes petits tableaux de signes. Donc là, ça fonctionne avec un système de code. On fait comprendre au code qu'on veut une droite qui monte, droite et A positif, et ici une parabole avec A positif et delta positif. C'est un système de codage pour que l'utilisateur puisse avoir facilement le petit schéma dont il a besoin. Et si on veut l'intégrer dans du TKZTab, il y a juste à rajouter le numéro de la ligne sur laquelle on veut afficher le petit schéma. Donc voilà pour ces petits schémas liés aux signes des fonctions affines et des trinômes. Ensuite, la présentation de code. En SEO, j'ai un module complet sur de l'algorithmique, donc pseudocode plus Python. Et c'est vrai que j'avais envie d'avoir quelque chose d'assez uniforme pour présenter tout ça à mes étudiants. Donc là, j'utilise des environnements ou des packages déjà existants. Moi, je me suis occupé uniquement de la mise en forme avec une boîte particulière. C'est un système que j'utilise pour mes cours également. Donc là, soit on utilise Listings, la version de base pour présenter du code source qui ne nécessite pas de compilation particulière. Python aussi de François Pantini qui présentera juste après moi d'ailleurs. Donc j'ai une possibilité pour utiliser Python avec une compilation en LUA. Minted aussi, certainement le plus évolué mais qui nécessite une compilation particulière. Et Python Tex, pareil, qui nécessite une compilation particulière. Donc là, j'ai 4 environnements particuliers en fonction de ce que souhaitera l'utilisateur. Les sorties sont très proches. Et comme ça permet d'avoir des blocs uniformes pour la présentation de code. Donc là, c'est un exemple avec listing. Et on table le code source avec les indentations. Et c'est tColorBox qui permet d'avoir une sortie formatée. Donc attention, on a quelques compilations particulières en fonction des packages utilisés. Listing, l'avantage, c'est qu'il va être le plus simple pour les utilisateurs. Après, ceux qui connaissent un petit peu plus, Python, Minted et Python Tex arriveront quand même à s'en sortir. Donc un avantage aussi de Python Tex, c'est la possibilité de faire des calculs Python présentés dans une console. Donc là, c'est pareil, c'est Python Tex qui se charge de faire tous les calculs. Et moi, derrière, je vais juste rajouter une présentation pour avoir quelque chose de standardisé avec ce que j'ai l'habitude de faire. Donc là, ce n'est pas moi qui ai tapé 3,4641 01 61 pour la racine de 12. C'est Python Tex qui s'occupe de faire ça. Donc c'est un émulateur de console Python. Ça peut être très pratique pour exécuter des codes. On peut déclarer du code qui sera traité par le compilateur. Et dans la console, on fait exactement ce qu'on fait avec un éditeur de Python. On charge des fonctions et on peut appeler des fonctions, exécuter des fonctions. C'est assez pertinent pour les programmes du secondaire. J'ai également besoin de pseudocode. Alors, le pseudocode, l'inconvénient, c'est qu'on peut avoir chacun le nôtre. Donc, moi, je ne voulais pas forcer la main avec des colorations syntaxiques, des mots-clés en gras. Donc, c'est vraiment la partie la plus basique qu'on puisse imaginer. C'est
du pseudocode, comme on veut. Et puis, il n'y a pas de formatage particulier, pas de coloration syntaxique. Je voulais la chose la plus neutre possible. Après, s'il y en a qui sont intéressés, il suffit de récupérer le code source et puis de rajouter ses mots-clés ou sa coloration syntaxique. Donc, mon idée, c'est d'avoir la chose la plus neutre et la plus universelle possible. Là, pareil, des environnements et puis le code à l'intérieur. Une présentation type calcul formel. J'ai mis Xcase parce que c'est souvent ça qui est proposé. Donc là, c'est un fonctionnement très proche des packages d'Alain Mathès sur TKZTab notamment. C'est-à-dire que ça construit les lignes une par une avec un système de nœuds qu'on peut réutiliser après. Donc c'est du TIX derrière. J'avais essayé de le faire en T-Color-Box, mais c'est un petit peu plus difficile pour moi. Donc, je fais avec ce que j'ai à disposition. Donc là, c'est du TIX. Donc, ça ne fait aucun calcul. Par contre, c'est uniquement du formatage. C'est-à-dire que l'utilisateur va rentrer à la fois sa commande et son résultat. Je sais qu'il y a LUACAS qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui pourrait peut-être permettre de faire des choses beaucoup plus dynamiques avec un vrai moteur de calcul formel où l'utilisateur pourrait rentrer ça aux commandes et que LUACAS s'occupe de faire lui-même les sorties. Bon, ce n'est pas encore le propos. Donc là, on a quelque chose qui ressemble à Xcase et ça permet, encore une fois, d'éviter une capture d'écran. En fait. Là, moi, je pourrais modifier après coup commande 1, résultat 1, x plus 1 carré et ainsi de suite. L'idée, c'était vraiment de faire ce que je voulais après coup. Donc là, dans un TIX, je définis mes paramètres de ma fenêtre de calcul formel et je complète ligne par ligne. Je peux gérer la hauteur de la commande, la hauteur de la ligne et quelques petits autres paramètres. J'ai fait de la SNT aussi il y a quelques années. Donc là, ça, c'était vraiment pour m'amuser. Simulation de terminal d'ordinateur. Donc version Windows, version Unix ou version OS X. Donc là, il y a juste la version Windows qui est proposée. Donc c'est pareil, hein, il n'y a aucune exécution de code derrière. C'est uniquement, par exemple, pour copier-coller une sortie de shell ou une sortie de CMD et d'avoir une présentation autonome sans faire de capture d'écran. Donc, c'est encore une T-Color Box avec une barre de titre pour simuler ce qui peut se passer sur les différents OS existants. Donc là, un environnement et ensuite, c'est mon code copier-coller derrière. Des pixel art, c'est pareil. On ne sait pas, je ne vais pas dire pas du tout, mais pas forcément utilisable en secondaire. Là, c'était plus, on va dire presque un challenge ou un défi qui avait été posé sur le groupe Facebook des profs de maths, non pas des profs de maths, le groupe Facebook des profs qui utilisent la tech. Et voilà, l'idée, c'était de m'amuser un petit peu avec ça, la gestion des fichiers CSV pour arriver à sortir un pixel art. Donc, pas forcément d'intérêt en soi sur le secondaire, même si on peut très bien imaginer des calculs de niveau secondaire pour arriver à faire un pixel art. Donc là, voilà, je déclare mon pixel art et après, je peux associer les lettres à des symboles, à des couleurs, et ça permet d'avoir différents affichages possibles pour le pixel art. Pareil, Christophe Poulain a travaillé sur les pixel art, lui, avec un autre système. Et pareil, en type récréation, on va dire, les sudomates. Alors, je sais que ça avait déjà été proposé des scripts en fait, pour générer des sudomates complets, y compris avec les énoncés. Là, c'était uniquement pour générer des grilles. En fait. Peut-être pas forcément d'intérêt, mais c'est proposé par le package prof lycée. On va dire que c'est à la marge par rapport à l'utilisation que j'en aurais sur le secondaire et ou le supérieur. Donc ici, on n'est pas forcément sur des grilles 9-9. On peut paramétrer, même si ça a moins d'intérêt de travailler. Ça, c'est quelque chose que j'ai récupéré sur un groupe Facebook, quelqu'un qui a eu besoin de faire ça. Finalement, on a quelque chose d'autonome en LaTeX. Donc, on déclare la grille et puis après, on met en forme par rapport à ça. Voilà pour la première partie de ma présentation.
Et voilà maintenant, comment est-ce que je peux m'en servir concrètement par rapport à mon enseignement, en fait. Donc, ce que j'ai essayé de faire là, c'est comme si je créais des feuilles d'exercice ou des corrections d'exercice pour mes élèves. Alors, ce n'est pas des sujets complets, mais c'est une utilisation de prof lycée en situation. Tout à l'heure, j'ai présenté vraiment les grandes lignes. Là, on peut vraiment voir ce qu'on peut faire avec prof lycée. Donc, première chose, les outils pour l'analyse. Créer un exercice de lecture graphique niveau première ou niveau terminal. Donc, mon énoncé, c'était ça. Une courbe avec des tangentes particulières. Une courbe particulière avec des tangentes particulières. Et pour les élèves, le but, c'était de lire des hauteurs de points ou des pentes de tangentes. Donc là, c'est une courbe que j'avais trouvée dans un manuel, mais que j'ai refaite intégralement en LaTeX pour personnalisation ou modification. Donc la courbe, il vaut mieux la préparer à l'avance pour avoir vraiment une idée du résultat et ensuite affiner le rendu. Donc j'ai ma liste de points, mes coefs. Alors, les coefs, je n'ai pas forcément le temps d'en parler un petit peu. C'est pour arrondir un petit peu la courbe. Si on travaille sur des intervalles un petit peu étroits, en fait, le code, il va tracer entre chaque point de contrôle. Donc là, j'ai un point de contrôle ici, 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 ici et ici. Et chacune des parties est liée par un spline cubique. Et je me suis rendu compte que si les intervalles étaient assez étroits, le spline pouvait être assez abrupt. Il pouvait y avoir des pentes un petit peu importantes. Donc, dans ces cas-là, on peut jouer avec ce que j'ai appelé les coefs. En fait, c'est les points de contrôle des courbes de Bézier. Il suffit de les écarter un petit peu pour avoir une courbe un petit peu plus arrondie. Ça, c'est détaillé dans la doc. Donc, 3, c'est une valeur standard pour les coefs et on peut les diminuer pour avoir une courbe un petit peu plus ronde. Voilà ce que j'ai juste besoin de taper en fait pour avoir ma sortie. Alors, je n'ai pas mis l'environnement TIX, mais sinon, je définis ma liste de points de contrôle, mes coefs. J'affiche mon spline et puis les tangentes qui m'intéressent. Je n'ai pas besoin de les afficher toutes. J'ai besoin d'afficher uniquement celle au point numéro 2, celle au point numéro 3 et celle au point numéro 4. Donc, point numéro 2, point numéro 3 et point numéro 4. Ensuite, j'avais parlé des suites récurrentes, donc la technique de la toile. L'exemple, ça pourrait être représenter graphiquement les premiers termes d'une suite récurrente. Alors, il manquerait toute la partie étude de fonction, mais là, je voulais vraiment présenter que la partie tracée avec des conjectures. Donc là, voilà, j'ai une suite récurrente simple et j'affiche la toile ou l'escalier pour faire mes conjectures. Au niveau TIX, j'ai juste besoin de définir la fonction, d'afficher la courbe. Alors, je l'ai mise dans un scope pour pouvoir rajouter après toile récurrence. Et l'escalier est préparé uniquement par la commande qui se trouve ici. J'appelle la fonction f, le nom de la suite c'est v, je paramètre mes points de départ, le nombre de termes, et ça met en forme tout seul. Pour les suites récurrentes, j'ai repris la même, mais dans une autre optique. C'est déterminer les 10 premiers termes de la suite et déterminer un seuil. Alors, comme je le précisais tout à l'heure, le seuil, on est obligé de le travailler à la main. J'espère qu'un jour, j'arriverai à le faire calculer par la tech. Donc, au moins, il y a un petit aspect manuel derrière. Donc, ce qu'on peut obtenir à moindre frais, c'est afficher un tableau de valeurs, par exemple. Donc là, ce n'est pas moi qui ai calculé 2, 1, 0,75, 0,609. C'est la commande qui se trouve ici, que j'ai intégrée dans un environnement tabulaire avec une boucle pour compléter automatiquement les différentes lignes. On peut préciser les arrondis, bon, ça c'est détaillé dans la documentation. Et puis l'histoire de seuil, alors là j'ai déjà fait les calculs à la main, je sais que le seuil c'est 35. Donc, je le précise. Et puis après, j'ai juste à présenter la commande sous cette forme-là. Ensuite, la géométrie. J'ai récupéré un exo de bac de cette année, je crois. Je n'ai plus exactement la référence, mais on avait cette figure-là qui était tracée. Donc là, voilà, j'utilise la commande pavé. Ça me permet d'avoir mes sommets sous forme de nœuds et de construire le point K, par exemple, qui est le milieu de BC.
Ça me permet ensuite de colorier le petit triangle. Et bon, j'ai été obligé de rajouter une deuxième fois l'affichage du cube. Sinon, on avait des problèmes de transparence ou de overlay par rapport à ça. Et donc, tous les rajouts sont faits en fonction des nœuds KF, EG et GK. Donc là, voilà, l'avantage entre guillemets de cette commande, c'est que le cube, on n'a pas besoin de définir tous les sommets. Une commande, en l'occurrence c'est celle-là, va l'afficher et créer les sommets pour réutilisation ultérieure. On a juste besoin de rajouter les triangles, les traits éventuels et les labels. Pour la trigo. Donc la trigo, j'avais des exemples classiques en première où il fallait trouver les valeurs exactes de cosinus et de sinus de réelles données. Et ensuite résoudre des petites équations trigo très simples. Donc là, voilà comment est-ce que je peux me servir de prof lycée. J'affiche mon cercle trigo sur le tableau numérique. Et puis après, il suffit de faire calculer la mesure principale aux élèves. Et puis, on lit directement. Si la mesure principale, c'est pi sur 3, hop, on visualise directement les valeurs du cos et du sin. Et ça, il y a uniquement une ligne de commande pour arriver à sortir ça. Et pour les équations trigo, c'est pareil, voilà, j'ai réutilisé ce que j'ai proposé tout à l'heure. On transforme si besoin pour avoir cos égal ou sin égal. Et puis, on affiche les cercles avec les deux solutions possibles, ou la solution possible en fonction de la position du cos ou du sin. Donc là, il n'y a pas de formatage de sortie, c'est uniquement un aspect visuel. Au niveau du code LaTeX, voilà, cercle trigo pour l'affichage et cercle trigo avec équation cos, équation sin et équation sin pour avoir le résultat. Donc, c'est des degrés. C'était plus simple pour coder l'histoire de clé option que de mettre des radians. Après, si ce sont des angles classiques, je ne pense pas qu'il y ait de soucis particuliers par rapport à ça. Et pour les histoires de figures à main levée, ça c'est un exemple que j'ai donné en contrôle continu à mes élèves de licence. Ouais, il fallait réutiliser des informations d'une figure codée à main levée. Donc la figure est fausse, la première figure, il fallait juste utiliser les informations de codage. Donc, ça utilise TKZ Euclid également pour tout ce qui est codage d'angle et codage de segments. Après, l'aspect main levée ici, il est limité au tracé des triangles ou au tracé des traits. Tout le reste est géré par TKZ Euclid. Et dans le même contrôle continu, voilà, j'avais un petit exercice sur Pythagore, toujours à main levée pour éviter que les étudiants ne se fient trop à ce qu'ils peuvent voir sur une figure. J'ai laissé les questions telles qu'elles étaient données, mais je voulais uniquement proposer une utilisation de prof lycée là-dessus. Donc là, voilà, je n'ai pas tout remis, mais finalement, l'aspect prof lycée, c'est uniquement main levée. Donc pas beaucoup de plus-value non plus par rapport à d'autres packages. Le gros du travail, finalement, est effectué par TKZ de Clean. Arithmétique, les probastats. Hop. Donc, création d'un arbre de probabilité standard, c'est pareil, j'ai récupéré un sujet de bac de cette année avec un arbre de 2, où finalement, cet arbre-là, on l'a en presque 2 coups de cuillère à peau. Je définis mon arbre avec la partie du haut, donc E0 avec une proba 0,4, ensuite R0, R1, avec une proba inconnue, une proba de 0,01. Et ensuite, je passe à la partie du dessous, E1 avec une proba inconnue, R0 avec une proba de 0,02 et R1 avec une proba inconnue. Et j'ai juste à afficher mon arbre. Donc là, c'est une commande autonome. On ne rajoute rien dessus. Ça crée du code TIX et ça affiche l'arbre. C'est tout. Mais sinon, il existe la variante dans un environnement qui permet de faire des rajouts éventuels si on veut montrer l'utilisation des probas totales ou qu'on veut rajouter des éléments sur l'arbre. Là, c'est vraiment en 4 lignes de code. Et encore là, c'est aéré pour montrer vraiment le fonctionnement de la commande. C'est pour avoir quelque chose de très, très rapide. Donc, il y a d'autres solutions possibles pour tracer des arbres. Là, c'en est juste une autre qui est proposée. Donc, des probas discrètes et continues. Donc là, c'est des exercices avec de la loi binomiale ou de la loi normale.
J'ai laissé des énoncés tels que je le propose à mes étudiants, en l'occurrence. Et puis, voilà, moi, j'ai juste besoin de présenter la partie correction. Donc, les calculs, le 0, 775 et les calculs qui sont là, je ne les tape pas en dur. Je vais juste, comme si j'utilisais la calculatrice, taper la commande qui permet d'obtenir le résultat. Donc, je peux ne pas savoir le résultat final de la proba et la découvrir au moment de la compilation. Donc là, voilà comment sont obtenus les résultats précédents. À aucun moment, j'ai tapé 0,180, 0,436 ou 0,564. C'est grâce aux commandes binomiales ponctuelles, avec une syntaxe assez proche de ce qu'on fait à la calculatrice, N, P, K. Et si jamais il y a des zéros ou des infinis, on peut utiliser le wildcard ou l'étoile pour s'en sortir. Et pour la loi normale, c'est exactement pareil. Je n'ai pas tapé 0,775, j'ai uniquement tapé cette formule-là. Je veux la proba d'être entre 1000 et 1500 avec des paramètres de 1200 et 200. Et ici, j'ai tracé le petit graphique pour confirmer le fait que c'est une proba qui englobe la valeur moyenne. Et c'est SI Unitix qui s'occupe de formater les résultats, soit au niveau des arrondis, soit au niveau de l'écriture scientifique. Pour des probas très petites, on peut gérer normalement l'affichage avec des puissances de 10. Un exemple en situation sur les paramètres d'une régression linéaire. Donc, par exemple, en STMG, je crois que c'est encore au programme, les séries doubles. Ou alors, en post-bac, j'ai des séries doubles en BTS. Donc, un exercice avec année et altitude. L'idée, c'est de pouvoir représenter le nuage de points, tracer le nuage de points, tracer le point moyen et la droite de régression, et puis de les calculer. Donc là, presque aucune intervention de ma part pour obtenir ce résultat-là. Donc le point moyen, c'est récupéré par la commande Regline. La droite de régression aussi, les coefficients de corrélation linéaire également. Et ce que je n'avais pas présenté dans le diapo, c'est une commande pour tracer le nuage de points dans un repère adapté. Ce qui se passe ici, en fait, c'est qu'on a une origine différente de 0, 0 et j'ai essayé d'avoir les syntaxes les plus naturelles possibles. Le changement de variable se fait au niveau interne pour qu'au niveau de l'utilisateur, ce soit le plus naturel possible. Donc là, comme d'habitude, je définis mes listes, je fais mes calculs et après, je réutilise tous les calculs effectués par calcul Regline pour formater la sortie. J'ai mis aussi une petite capture d'écran pour montrer qu'on obtient effectivement les valeurs qui sont proposées par la commande. Voilà. Donc, au niveau de la commande graphique, alors c'est des commandes internes pour tracer une grille, tracer les axes, tracer les labels des axes X et Y, tracer le nuage de points, tracer la courbe d'ajustement. Et la courbe d'ajustement, je voulais qu'elle soit le plus naturelle possible pour l'utilisateur et qu'il n'ait pas besoin de faire ces changements de variables. Donc là, par exemple, je reprends les coefficients que le code ou que la calculatrice me donne et je précise juste qu'on travaille entre 1992 et 2012. Là, en fait, ce qui se cache derrière, c'est que ce point-là pour coordonner 0, 0 en X. Ce point-là a pour coordonner 2, 0 et ainsi de suite. Donc la fenêtre, elle est avec des valeurs petites. Et c'est tout le travail du code en interne d'avoir une sortie complètement homogène par rapport à l'exercice de statistique. Alors, je pense que ces commandes-là pourraient même être utilisées en dehors des exercices sur les stats pour tracer n'importe quel type de courbe. Arithmétique. Donc, des conversions entre bases. Convertir en décimale, convertir en base 10, convertir en base hexadécimale, convertir en binaire, avec les différentes méthodes de rédaction. Le codage par bloc de 4 pour passer du binaire à l'hexa. Donc, le résultat brut peut être obtenu directement par Xint. Moi, ce que j'ai rajouté, c'est l'aspect méthodo derrière, c'est-à-dire créer les blocs de 4 et reconnaître pour chaque bloc de 4 le codage hexadécimal.
Ensuite, quand on veut coder en base 10, les sommes de puissance, alors soit en intégrant les coefficients 0, soit en les excluant. Ça peut être supprimé. Il y a une option pour ne pas afficher les puissances avec des coefficients égaux à 0. Et puis des présentations par division euclidienne successive, avec mise en forme du rectangle. Donc le rectangle, c'est du TIX, overlay. Donc rajouter, avant, je pense que vous êtes aussi apte que moi pour comprendre ça, les remember pictures pour avoir une double compilation et avoir le positionnement du rectangle. Le rectangle est créé en fonction de 2 nœuds. Je déclare le nœud du sommet, du premier reste, du dernier reste, et le rectangle est rajouté en deuxième compilation. Les PGCD, je crois qu'en maths expert, il doit encore y avoir les PGCD, puis moi j'en ai besoin aussi pour les BTS. Donc, algorithme d'Euclide, les nombres premiers entre eux peuvent être justifiés avec la commande calcul PGCD. Donc, toujours sous forme de présentation sous forme de système. Xint permet de le faire, mais la présentation ne collait pas avec ce que j'ai l'habitude de faire. Donc, c'est tout, j'ai repris quelque chose qui permet de faire grosso modo la même chose. Donc pareil, tout ce qui est rectangle a posteriori sont faits avec le Remember Picture pour TIX. Et les présentations de code. Alors, je crois que c'est également un exercice de bac que j'ai récupéré. J'ai légèrement modifié pour que ça colle avec le passage pseudocode et fonction. Donc un algorithme en pseudocode qu'on doit convertir en fonction Python. Et j'ai proposé finalement les différentes options possibles pour présenter du code Python. Donc avec listing, avec Python text, avec Python, qui sera présenté un petit peu plus tard, et par minted. Donc les sorties sont légèrement différentes. Moi, c'est la présentation globale qui va être un petit peu uniformisée. Alors, il peut y avoir des petites variations au niveau des numéros de ligne, au niveau de la coloration syntaxique. Donc après, ça sera à l'utilisateur, je pense, d'utiliser la version qui lui plaît le mieux. Mais les packages des de base, les 4 packages de base permettent de faire de la présentation de code déjà très très évoluée. Moi, c'est juste l'enrobage ou l'emballage sur lequel j'ai travaillé. Et donc là, uniquement du Python texte pour éventuellement montrer une saisie de code Python. Et le 11 est obtenu directement. Alors là, le 11, il a fallu que je le calcule à l'avance. Je n'ai pas possibilité de récupérer le 11 qui se trouve là pour l'injecter dans le fichier LaTeX. Donc, le niveau des codes, c'est quasiment la même chose, c'est juste l'environnement qui change. Du pseudocode. Pardon. Donc, soit du pseudocode, soit Python listing, soit Python text, soit Python tout court, soit Python minted. Après, l'intérieur reste exactement la même chose. Et pour simuler la fenêtre d'exécution Python, on déclare du code en interne avec PyConcode. Et puis ensuite, c'est une mini-session Python qui est générée par ce code-là. Et la fonction temp existe au sens de Python en LaTeX. Et on peut faire tous les appels qu'on veut. Et à la manière de Xcase, ça c'est un exercice que je fais aussi en BTS. On leur demande de moins en moins de savoir calculer les dérivés, mais plutôt, ou des primitifs, pardon, mais plutôt d'extraire les informations obtenues par un logiciel de calcul formel. Donc là, ça me permet d'avoir un environnement autonome et pas une capture d'écran. Donc là, je n'ai pas mis les énoncés, mais l'idée, c'était d'étudier une fonction, étudier cette fonction-là, calculer sa dérivée, sa primitive, calculer des intégrales, et ainsi de suite. Donc là, j'ai juste possibilité de mettre en forme ma fenêtre de calcul formel, largeur, afficher des titres, des choses comme ça. Et puis après, je déclare chaque ligne avec entrée, sortie, entrée, sortie, entrée, sortie. On paramètre le type d'écriture qu'on veut. Après, l'utilisateur est libre de faire comme il a envie. Voilà, je pense que j'ai rien oublié. 11 heures, je pense que je suis dans les temps.
Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Cédric, pour cet exposé très intéressant. Y a-t-il des questions? Janou? Oui, non? D'autres personnes qui voudraient poser des questions? Bon, alors, moi j'ai quelques questions ou remarques. Au sujet de PStrix, tu disais tout à l'heure donc, que tu avais abandonné PStrix au profit de TixZ, notamment pour des problèmes de compilation, je crois, non? C'est ça? Oui, parce que j'utilisais beaucoup de captures d'écran de calculatrices notamment. Et c'est vrai que par défaut, les captures d'écran, elles ne sont pas faites en EPS. Donc, c'était surtout par rapport à ça, en fait. D'accord. Ok, Donc, ok. après, voilà, c'est une histoire d'habitude. J'ai commencé à apprendre la tech via les annales de l'APMEP, en fait, hein. C'est vrai que ça permet d'avoir des choses utiles dans la rédaction de documents pour tous les jours. Eux utilisent le PStrix, donc c'est vrai que naturellement, j'étais parti par là. Mhm. Mais pour des raisons de compilateur et tout ça, c'est vrai que je suis passé à Tix après. Oui, oui donc, en fait, le problème que tu rencontrais, c'était que pour compiler du code LaTeX qui contenait des figures PStrix, tu devais compiler en LaTeX et non pas en Oui, PDF LaTeX, et oui, donc utiliser des images au format EPS. oui. Alors, Alors, depuis, juste une petite... je suis passé en LUA pour le compilateur. Et c'est Oui, vrai qu'avec LUA PStrix, on peut s'affranchir de ça. Mais oui, c'est vrai que euh, enfin, je voulais vraiment garder l'option la plus, je ne vais pas dire universelle, parce que ça serait très réducteur pour les autres, mhm, et celle pour laquelle le compilateur n'avait pas d'influence, en fait. C'était surtout pour ça. Et puis d'accord. après, j'ai utilisé ce que je connaissais, et maintenant, je connais beaucoup plus Tix que Trix ou Mhm. Metapost ou quoi que ce soit. D'accord. Oui, oui, alors ma remarque avait juste pour but effectivement de signaler à tout le monde que on peut désormais, en utilisant l'UA LaTeX, compiler du code LaTeX qui contient des figures PStrix et obtenir directement une sortie au format PDF. Voilà, donc c'était juste ça. Au sujet des calculs donc effectués par PGF pour la régression linéaire qui Oui, sont fautifs, as-tu signalé la chose? non, j'ai pas signalé. Non, c'est vrai que c'est venu d'une remarque qui avait été faite par un collègue. Mhm. Alors, je ne sais pas si c'est des choses ponctuelles ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que pour des séries avec des grandes valeurs, en fait, on obtient des résultats erronés en fait, pour les coefficients A et B. D'accord. Oui, Je pense que ça peut valoir le coup de le signaler quand même, hein, parce qu'il y a peut-être des gens qui pourraient faire une confiance aveugle en PGF, surtout quand on connaît la notoriété oui. des concepteurs de PGF. Donc, voilà, je pense que ça peut être intéressant quand même pour tout le monde. Voilà. Oui, alors juste une petite remarque. Je constate que quand tu déclares, donc par exemple, enfin, un nouvel outil, tu utilises la commande anti/def. Alors ça, c'est pour déclarer je ne sais pas du tout si c'est une bonne habitude ou pas, mais c'est uniquement pour déclarer, par exemple, les listes que je vais réutiliser après. Voilà. Alors, juste une petite chose, l'usage de def est en général quand même déconseillé dans la mesure où ça peut écraser une commande qui existe déjà dans NoYoLaTeX ou dans un package que l'on charge sans qu'on en soit informé, Oui, contrairement à la commande new command. d'accord. Bon, Voilà. Donc, ok. juste peut-être effectivement, pour éviter que cette habitude qui date en fait de Plain Text perdure, il vaudrait peut-être mieux utiliser new command, quoi.
Voilà. Et une dernière remarque dans les calculs, enfin, l'affichage qui ressemble à XCAS. Oui. J'ai remarqué que tu utilises MathTT ou Oui, TextTT. après, c'était pour montrer des exemples de sortie, en fait, hein. Voilà, oui, d'accord. Et ça, on est obligé de, à chaque sortie, remettre ces commandes-là, ou il y aurait moyen de faire ça globalement? Je crois que j'ai dû laisser non, j'ai dû laisser la possibilité de paramétrer chaque entrée et chaque sortie. D'accord, Après, ça ne doit pas être très compliqué de créer une option, mais le problème, c'est que les maths SF ou les maths TT, ce n'est pas forcément évident à intégrer en termes d'options. d'accord. OK. C'était pour ça. Donc là, c'est parce que j'utilisais ça, mais je pense qu'on peut très bien aussi utiliser l'affichage standard avec la police, la fonte courante. Oui, oui, bien sûr. Hmm. D'accord. Bien. Je veux Personnellement, bien faire une remarque. Enfin, vas-y, Maxime. oui, ben déjà, merci beaucoup pour l'exposé. C'est impressionnant, hein. Je pense que ça peut faciliter la vie de pas mal de personnes sur plein d'aspects. J'imagine qu'il y a plein de pistes d'augmentation incessantes, hein. Je suis un peu comme prof collège qui n'arrête pas. Je crois que ce genre de package est en fait infini. Mais du coup, je voulais poser une question qui a été aussi posée dans le chat par Christophe Aubry, qui dit est-ce que tu as eu des remontées de collègues qui l'utilisent? Est-ce que tu en as beaucoup? Est-ce que le package s'enrichit pas mal par ça? Dans l'exposé, il y a un peu la réponse, mais pas en termes quantitatifs, disons. Non, pas du tout. Je pense que c'est très marginal. Déjà, il est assez récent. J'ai dû le mettre qu'en début d'année. Et puis, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'utilisateurs. D'accord. Ouais. Après, c'est un monde un petit peu à part en fait. Et si on se renseigne pas sur les annonces du CTAN ou des articles comme la lettre Gutenberg, on n'a pas forcément les informations sur les nouveautés qui sortent. Et après, bah, si c'est pas forcément repris, c'est dur de les faire circuler en fait. Donc, j'ai une collègue que j'ai réussi à mettre à la tech il y a quelques années, donc je sais elle l'utilise. Mais voilà, elle l'utilise parce qu'on se connaît et je lui en ai parlé, je lui ai montré en direct en fait. Donc après, j'ai pas beaucoup de retours. Donc je pense pas que ce soit forcément très utilisé à l'heure actuelle. D'accord. Mais Hmm. du coup, ce type de package, là, comme prof collège, prof lycée, je pense que c'est vraiment des bons outils pour diffuser l'utilisation dans l'enseignement en général. Je sais qu'il y avait eu un tweet, bah, je ne sais plus qui est-ce qui l'avait fait, un tweet qui présentait justement prof collège en fait, en disant qu'on pouvait faire beaucoup de Ah choses oui, avec lui. Donc c'est c'était vrai que les réseaux sociaux, ça a cette portée de toucher beaucoup de monde très rapidement. c'est même un truc du ministère Oui, qui c'était est ça. affilié Oui, au logiciel libre. les anciens, oui, oui, c'était ça, ouais. C'était le monde du libre, enfin, mais c'était ça en fait. Et ils avaient Ouais. fait une petite promo de prof collège il y a quelques semaines ou quelques mois. Du coup, il faut leur dire de passer à prof lycée. Ça avait été signalé juste en dessous, mais pas dans le tweet, pas dans le tweet primaire. Très bien. Merci en tout cas, c'est super. Merci. Oui, et tu ne peux pas relayer l'information sur les listes académiques? Euh, Après, j'avais essayé de proposer des formations LaTeX, mais alors dans mon académie, c'est pas du tout l'esprit. Mhm. D'accord. Hmm. Mais au moins diffuser l'information de la sortie de prof lycée sur les listes académiques, c'est acceptable, ça, accepté? Bah, je pourrais poser la question. Enfin, en tout cas, espérons qu'on ait donné un peu qu'on ait fait connaître prof lycée, donc grâce à cette journée Gutenberg. Hmm. Il y a deux questions dans le chat. François Druel qui demande si les stats du CETAN ne donnent pas d'indication sur le nombre de téléchargements du package. Et aussi Yann Denichou qui dit tu as des idées de fonctionnalités à venir. Les idées de fonctionnalité, ça me vient en fonction de ce que je lis, de ce que je vois. Déjà améliorer quelques commandes. Sinon, j'aimerais bien faire beaucoup de choses, mais je ne suis pas du tout un spécialiste en programmation en LaTeX.
Donc, il y a cet écueil-là, en fait. En Python, j'arrive à faire beaucoup de choses, par exemple, mais je n'ai pas encore réussi à tout transposer. J'aurais bien aimé pouvoir faire des arbres de manière complètement automatique, qui soient dissymétriques ou complètement symétriques, ou pouvoir réutiliser des résultats obtenus par calcul. Là, parce que là, par exemple, le seul endroit où ça marche, c'est les stats. Ce que je fais comme calcul en stats, je peux les réutiliser après. Mais par exemple, les calculs de proba, je n'arrive pas encore à les réutiliser pour faire des additions, des multiplications. Donc peut-être travailler là-dessus. Encore une plus grande possibilité d'interaction pour l'utilisateur. Pour répondre à la question de François Truel, je ne pense pas qu'il y ait de stats de téléchargement sur le CETAN, d'autant que les gens, finalement, désormais, téléchargent peu directement à partir du CETAN. Hein. Ils mettent à jour, finalement, leur distribution tech.